Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce jeudi 13 octobre, vive émotion au lycée Jean Moulin de Béziers. Ce matin, une enseignante a tenté de s'immoler par le feu dans la cour de l'établissement. À Nîmes, 2 policiers ont été blessés par un chauffard ce week-end. Les syndicats de police regrettent que le conducteur ne soit pas jugé rapidement. Job dating géant à Nîmes, 450 postulants ont rencontré les commerçants du centre-ville et des centres commerciaux aujourd'hui. Et puis on terminera avec du foot et le nul décevant des Crocos de Nîmes hier soir contre Orléans. C'est un partout. C'est un acte désespéré qu'a commis ce matin une enseignante du lycée Jean Moulin de Béziers. Cette professeure de mathématiques a tenté de s'immoler par le feu dans la cour de l'établissement scolaire. Des élèves et des professeurs sont intervenus rapidement. Elle a été grièvement brûlée et évacuée vers le centre hospitalier de Montpellier. Le reportage sur place, Jean-Max Pigassou, Christophe Leu et Franck Chassagnan. Qu'est-ce qui a conduit cette enseignante à passer à l'acte? La question reste encore ce soir sans réponse. Ce matin, à l'heure de la récréation de 10h, dans la cour du lycée Jean Moulin à Béziers, une enseignante, professeure de mathématiques de 44 ans, a tenté de s'immoler par le feu. Elle avait un verre d'essence et elle est sortie et elle s'est jetée comme ça, elle voulait s'allumer et tout. Et elle nous faisait ça c'est pour vous, ça c'est pour vous, comme si c'était notre faute. Elle a dit Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne comme si... Non, Dieu m'a ordonné de faire ça. Et après elle faisait des bisous comme ça et elle était en feu. C'est vrai alors qu'elle était en feu. C'était votre professeur, on s'en fout. C'était ma prof de maths. Je devais l'avoir de 10 à 11h. Et quand j'ai appris que c'était elle, je me suis mise à pleurer, j'en pouvais plus. Il faut que l'enquête nous en dise plus et je crois qu'il faut être très prudent parce que c'est un événement, bien entendu, on en reparlera peut-être après, qui pour les élèves et les enseignants et l'ensemble des personnels de cet établissement est un choc extrêmement important. Brûlée au 3e degré sur tout le corps, elle a été rapidement prise en charge par les pompiers, puis transportée par hélicoptère au CHU de Montpellier dans le service des grands brûlés. Au lycée, une cellule psychologique a été mise en place. On a environ 80 personnes qui sont traitées en ce moment. 2 ont été évacuées vers l'hôpital de Béziers et on est en train de travailler maintenant sur ces personnes qui sont traumatisées et qui ont besoin de notre assistance. L'important est que les élèves puissent être entendus s'ils le souhaitent, donc en collaboration avec la cellule d'urgence et les personnels de l'éducation nationale, médecins, infirmiers, assistantes sociales, nous mettrons en place autant que nécessaire sur les jours qui viennent et voire les semaines qui viennent, des cellules d'écoute et d'accompagnement des élèves et des personnels de l'établissement. Malgré les nombreuses brûlures sur tout le corps, les jours de l'enseignante ne seraient plus en danger. Et suite à cette tentative de suicide, le ministre de l'Éducation est venu dans l'Hérault cet après-midi. Luc Châtel s'est d'abord rendu au chevet de l'enseignante avant d'aller à la rencontre de l'équipe du lycée Jean Moulin de Béziers. Il a fait part de sa profonde émotion tout en signalant que les difficultés de la professeure de mathématiques étaient déjà connues de l'Éducation nationale. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une professeure qui est en situation de grande fragilité, qui était suivie par nos équipes d'ailleurs, c'est-à-dire qui bénéficiait d'un accompagnement à la fois pédagogique, qui bénéficie aussi d'un accompagnement médical, qui est bien connu. Elle avait d'ailleurs demandé une décharge en début d'année, et cette décharge lui avait été accordée. Donc voilà la situation telle qu'elle est et telle que je peux vous la décrire. Olivier Missoup sera jugé lundi à Montpellier. Le 3e ligne toulonnais a été placé en garde à vue hier matin, puis présenté au parquet dans la soirée. Il est accusé de faits de violence volontaire avec préméditation à l'intérieur d'une enceinte sportive sur Rémi Martin. Je rappelle que le 30 septembre dernier, à l'issue du match Montpellier-Toulon, une violente altercation avait éclaté entre Rémi Martin et Olivier Missoup, qui aurait frappé le joueur montpelliérain à plusieurs reprises. De son côté, la Ligue nationale de rugby a décidé hier soir de suspendre Olivier Missoup à titre conservatoire. Il sera auditionné par la Ligue le 26 octobre. Les syndicats de police sont en colère à Nîmes. Dimanche, au petit matin, 2 policiers ont été blessés par un chauffard. Le conducteur ivre a pris la fuite pendant un contrôle d'alcoolémie. Il a été interpellé que mardi et remis en liberté. Les syndicats de police s'interrogent. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de jugement rapide? Rappel des faits avec Franck Chassagnan. Les faits remontent au week-end dernier à 5h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Lors d'un contrôle de routine, route de Sauve, au niveau de la boîte de nuit Le Joy, un conducteur de taxi hors service, contrôlé positif à l'alcool, prend la fuite, entraînant dans sa course 2 policiers qui tentaient de stopper le moteur du véhicule. Le premier chutera au bout d'une quinzaine de mètres. Le deuxième, lui, par contre, qui essaie d'enlever les mains du conducteur, du volant et de couper le contact, est entraîné. Le conducteur continue à accélérer.
Le policier le dira très clairement dans ses déclarations, il voit l'aiguille du compteur passer au-dessus de 60 km/h. Et à ce moment-là, il comprend qu'effectivement le conducteur n'a pas l'intention de s'arrêter. Il chute extrêmement lourdement. Les 2 policiers sont multicontusionnés aujourd'hui, son arrêt de travail. Et le conducteur continue. L'automobiliste ivre poursuit sa route. Il sera arrêté par les forces de l'ordre 2 jours plus tard. Ce monsieur apparemment a eu peur de perdre sa licence et son permis de conduire. Et donc il n'hésite pas à se soustraire à la justice et au contrôle de la police. Il met par contre la vie en danger de nos collègues. Donc ce qu'on dénonce, c'est ça, c'est ce genre de réaction. Et puis là, ce qui est un peu choquant, c'est qu'il ne passera en justice qu'au mois de janvier. Après quelques heures de garde à vue, l'automobiliste qui a reconnu les faits a aujourd'hui retrouvé la liberté. Une situation que dénonce l'avocat des victimes. Ça aurait été une simple alcoolémie. Effectivement, qu'on le convoque beaucoup plus tard, c'est ce qu'on fait tous les jours et il n'y a pas de difficulté. Mais lorsqu'on met en danger sciemment, consciemment, volontairement la vie de quelqu'un, c'est absolument surprenant et tout à fait anormal qu'on vous dise, mais écoutez, on en reparlera dans 4 mois. Voilà, on vous convoque et on vous juge 1-2 jours après. Voilà, lorsque c'est possible, et c'était possible dans ce cadre-là. L'automobiliste comparaîtra fin janvier devant le tribunal. Choqués, les policiers présents au moment des faits ont tous porté plainte. Une enquête a été ouverte suite à l'action des militants anti-corrida ce week-end à Rodilhan. Samedi 8 octobre, des membres du CRAC, le comité radicalement anti-corrida, avaient fait irruption dans les arènes tentant d'empêcher la finale de Graines de Torero. Les manifestants ont été délogés, vous le voyez, assez violemment. 80 d'entre eux ont porté plainte et de son côté, le maire de Rodilhan a porté plainte également contre les anti-corridas pour entrave au bon déroulement d'une manifestation. Hier soir, à la Fédération héroltaise du PS à Montpellier, une quarantaine de militants et élus ont suivi le débat de l'entre-deux-tours de la primaire socialiste, dans le public essentiellement des soutiens à Martine Aubry. Retour sur la soirée avec Antoine Moutot et Alexandre Clabot. Peu de monde et des chaises en trop, mais le cœur y est. À la Fédération PS de l'Hérault, les soutiens de Martine Aubry, majoritaires dans la salle, restent confiants, malgré les dernières consignes de vote d'anciens candidats en faveur de François Hollande. Quelques minutes avant ce face-à-face, on apprend que Madame Royal Ségolène soutient François Hollande. C'était peut-être fait un peu pour déstabiliser Madame Martine Aubry. Et là, face au stress, on voit une femme calme, sereine, posée, qui a des convictions et qui dit, moi, quand je serai présidente, je ferai ça, ça, ça et ça. Ici, difficile de rencontrer des sympathisants d'autre bord que celui de Martine Aubry, même si certains préfèrent garder leur choix secret. J'aurais préféré que Ségolène prenne une décision moins tranchée, peut-être moins tranchée, en ne donnant pas forcément de consignes de vote et en laissant libre le choix des militants. Mais c'est ce qu'elle a un peu dit aussi, puisqu'elle a dit vous êtes libre, vous restez libre dans le choix de vos votes. Mais moi, sur le plan personnel, je préfère donc moi ne pas dire pour qui je vais voter. Plus que quelques jours de suspense, rendez-vous dimanche soir pour les premiers résultats à l'issue du second tour. Et ce matin, de son côté, l'ex-secrétaire de la Fédération PS de l'Hérault, aujourd'hui exclu du parti, avait réuni autour de lui la plupart des soutiens locaux aux candidats des faits du premier tour de la primaire pour qu'ils aient appuyé Manuel Valls, Ségolène Royal ou encore Jean-Michel Ballier, aujourd'hui aux côtés de Robert Navarro, tous assurés qu'ils reportaient leur voix sur le candidat François Hollande. On écoute Robert Navarro au micro d'Alexandre Clabot et Antoine Moutot. La prestation de notre candidat hier nous rassure quant à l'avenir, mais vous savez, un scrutin, tant qu'il n'est pas rentré dans les zones, il n'est pas acquis. Donc il peut y avoir toujours des surprises de dernière minute, mais confiants nous le sommes. Je pense qu'il n'y a pas photo entre les qualités de François Hollande, comme je vous l'ai dit, et celles de Martine Aubry. Et vu les résultats de dimanche de premier tour, je pense que le second tour n'aurait pas eu lieu d'être, et j'espère que mes concitoyens vont nous aider à amplifier l'objectif qui est de mettre l'un des nôtres en position de battre Nicolas Sarkozy. Et le débat de l'entre-deux tours de cette primaire socialiste pour le Languedoc-Roussillon, c'est sur TV Sud, dont on en parle tout à l'heure à 20h45. 450 postulants étaient aujourd'hui dans les centres commerciaux de Nîmes ou en centre-ville pour rencontrer d'éventuels employeurs. C'est un reportage de Nicolas Pancino sur le job dating géant. L'opération Job Dating Commerce s'est déroulée dans les centres commerciaux de la ville de Nîmes, Pôle emploi, et la Maison de l'Emploi organisait conjointement ce rendez-vous. Le but étant pour les demandeurs d'emploi d'être directement reçus en entretien d'embauche. À la clé, 140 postes étaient proposés.
Nous réalisons ce type d'opération pour être au plus près des recruteurs et aussi amener les demandeurs d'emploi là où les choses se passent, oui. C'est quelque chose que nous développons. Victimes de son succès, les 360 demandeurs d'emploi inscrits pour des entretiens se sont vite retrouvés plus du double. Du coup, pour ceux qui n'avaient pas de rendez-vous, le dernier recours était de laisser son CV. Oui, je pense que ça facilite parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et puis ça nous aide bien parce que ça, en mettant le pôle emploi directement avec l'employeur, ça facilite la rencontre. Et après, en espérant que ça facilite de trouver un emploi, quoi. Côté commerçant, cette opération était intéressante puisque Pôle emploi avait déjà effectué une première sélection sur le profil recherché. Ils font une présélection sur nos critères. La décision ne sera pas prise aujourd'hui, forcément. C'est quand même un recrutement, mais à plus long terme. Une opération coup de poing sur l'emploi efficace pour Pôle emploi qui change de son cadre habituel. Seule déception peut-être, côté demandeur d'emploi, sur les 140 postes proposés, plus d'une centaine n'étaient que des CDD. Un mot de sport pour terminer avec la déception des Crocos de Nîmes hier soir au stade des Costières. Les footballeurs nîmois ont fait jeu égal avec Orléans, un partout. Ils avaient pourtant ouvert la marque au bout de 20 minutes, mais n'ont pas tenu sur la durée. Le compte-rendu du match, Alain Belon et Pierre-Paul Castelli. Après le match décevant contre Bayonne, les Nîmois devaient réagir face à Orléans. La première mi-temps était à l'avantage des Crocos, mais la défense orléanaise faisait barrage aux attaquants nîmois. À la 22e minute, un pénalty sifflé pour Nîmes. Sidou Koné alors ouvre le score 1-0 pour les locaux. La première partie du match est intéressante. Après, je pense qu'on devient peut-être pas suffisant, mais moins précis offensivement. On a moins de poids au milieu de terrain. La seconde mi-temps, elle, était à l'avantage des visiteurs, dû à un manque de présence et de conviction des hommes en rouge. Les Orléanais ont maintenu un pressing, mais sans résultat jusqu'à la 72e minute. Sur un corner, Sébastien Persico égalise suite à une erreur d'appréciation du gardien Haïdar El-Sheibaini. Les Nîmois n'ont jamais pu se créer d'occasion jusqu'à la fin de la rencontre. C'est insuffisant dans le sens où 1-0, tu es chez toi, tu dois pouvoir gérer, en tout cas sans être en danger, pas avoir revenir l'adversaire. Dans certaines périodes de la saison, il faut savoir gagner 1-0 et ça on ne sait pas faire. C'est un ensemble, on n'a pas réussi à enchaîner le dernier geste technique qu'il fallait au bon moment. Bon. Voilà, ça sera rectifié et puis on va se mettre au travail et puis on va rectifier le tir. Le score final est de 1 partout, mettant Nîmes à la 7e place avec 18 points. Et hier soir, le BLMA a remporté son premier match d'Euroleague. Les basketteuses de Latte ont battu Taranto 82-65 sur leur parquet. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30. Ça sera avec Olivier Roiran. D'ici là, passez une très belle soirée sur TV Sud.